Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente parce que je vais commencer à te parler des arcanes mineurs. Alors si tu n'as pas suivi l'histoire, en fait, c'était en juin, je crois que j'ai commencé juin 2020, je me suis lancé le défi de publier une vidéo pour chacun des arcanes du tarot. Donc forcément, j'ai commencé par les arcanes majeures, par le fou, et voilà, et je suis allée jusqu'au bout des arcanes majeures. C'est un parcours compliqué parce que ça fait quand même 22 vidéos. Et du coup, là, je me lance enfin dans les arcanes mineures, ce qui représente une mouse grosse étape pour moi. Donc, on y va tout de suite. Je vais t'accueillir avec le roi de bâton. Si tu débarques ici, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue, donc j'accompagne les gens en particulier dans leur parcours quand ils ont besoin d'étendre leurs ailes et qu'ils sont un petit peu enfermés dans une petite case. Et puis j'offre aussi également des cours de tarot en ligne. Tu trouveras plein de choses sous cette vidéo dans la barre d'infos, la possibilité notamment de prendre le module 1 de ma formation Initiation au tarot intuitif de façon entièrement gratuite. Je voulais te dire aussi que si tu arrives sur cette série de vidéos et que tu n'as pas vu les précédentes, j'ai vraiment conçu cette série de vidéos comme quelque chose qui devait se prendre dans l'ordre. Donc si ça t'intéresse d'explorer les cartes de tarot avec moi, je te conseille vraiment de commencer du démarrage, c'est-à-dire à partir de la vidéo du fou que tu trouveras dans cette série défi des 78 cartes de tarot. Les vidéos sur les mineurs vont forcément être, je pense, un peu plus light que celles sur les majeurs. Quoique, parce que en fait les majeures ont forcément un aspect plus fouillé, historiquement parlant, elles sont aussi plus lourdes. Mais les mineurs, pour moi, c'est vraiment le cœur de mon travail, de ce que je fais en tarologie, parce que j'aime travailler sur le concret, sur les faits de vie, sur l'évolution, et c'est souvent mieux représenté dans les arcanes mineurs. Et puis j'aime aussi prendre le contre-pied du tarot de Marseille, qui est la grande norme francophone, et j'aime du coup intégrer vraiment de façon très très consciente, de façon très très marquée, les arcanes mineurs à ma pratique du tarot. Alors la première question que je me suis posée avant d'entamer cette suite des arcanes mineurs, c'était dans quel ordre j'allais les aborder, tout simplement. Donc je pouvais le faire par suite, avec la logique astrologique, donc d'abord la suite des bâtons, ensuite la suite des coupes, ensuite la suite des épées et ensuite la suite des deniers. Peut-être de l'as au roi, sachant que l'as est la valeur, on va dire, minimale, la graine, et puis qu'ensuite on croit jusqu'au stade du roi. Ou alors le faire dans l'ordre inverse du roi vers l'as, sachant que le roi c'est peut-être l'étape la plus aboutie et ensuite on va peut-être plus vers une purification en allant vers l'as. Je savais pas trop parce que les deux sont possibles. J'avais aussi la possibilité de prendre ça vraiment dans l'ordre numérique, c'est-à-dire d'étudier d'abord tous les as, ensuite tous les deux, ensuite tous les trois, etc. Donc j'ai pris ma décision de travailler par suite, donc en commençant par celle des bâtons, donc dans la suite astrologique, bâton, coupe, épée, denier. Et puis ça va me permettre déjà à chaque fois une belle introduction sur l'énergie des suites à chaque fois. Et ensuite, j'ai décidé d'aller des rois vers les as. Parce que là aussi, j'avais aussi envie de prendre un peu le contre-pied de ce qui se fait d'habitude, donc aller dans le sens inverse, même si c'est pas vraiment le sens inverse, il n'y a pas de valeur dans les cartes au sens où un 2 vaut moins qu'un 3. Mais bref, c'est peut-être une logique que tu as moins l'habitude de voir et du coup j'avais envie de te bousculer un peu là-dessus aussi. Donc là je vais te présenter le roi de bâton et ça va me permettre en même temps de t'introduire la suite des bâtons. Donc place au roi de bâton. Avant toute chose, je voulais te parler de la hiérarchie habituelle des personnages de la cour. Donc il y a un positionnement un peu spécial dans le tarot de Marseille, voilà le roi de bâton du tarot de Marseille, selon Jodorowsky. Là, ce que je te dis sur le tarot de Marseille, c'est vraiment tiré de ce qu'enseigne Jodorowsky. Donc le classement selon Jodorowsky, du plus naïf et moins abouti des personnages de la cour aux personnages de la cour qui auraient le plus de connaissances et qui seraient le plus capables d'avoir vraiment intégré les énergies de la suite. Il y a tout d'abord les pages ou les valets, qui est le premier stade le plus naïf et le plus en train de se saisir de justement l'énergie bâton ici. Ensuite, on a la reine qui est plus dans la maîtrise émotionnelle de la suite et la connaissance de la suite. Le roi qui plante vraiment la suite, qui est vraiment dans une énergie de stabilisation. Et ensuite le cavalier. Et c'est le cavalier qui est le dernier stade dans le tarot de Marseille selon Jodorowsky, parce qu'il sort de sa suite, il sort de ce stade d'évolution pour aller conquérir une autre suite. Et du coup le roi c'est le niveau un peu en dessous parce qu'il vient incarner la stabilité.
Je voulais aussi faire un détour selon le tarot de Thoth. Donc là, tu vois le Knight of Wands du tarot de Thoth. En fait, ils sont hiérarchisés comme ça dans le tarot de Thoth. D'abord, il y a les princesses, synonyme de terre. Ensuite, il y a les princes, synonyme d'air. Ensuite, il y a les reines, synonyme d'eau. Et enfin, il y a les knights, les chevaliers, synonyme de feu. Donc, on peut voir le chevalier un peu comme la même chose que les rois dans les autres jeux de tarot. Les princes, c'est plus la même chose que des cavaliers ou des chevaliers. Pourquoi est-ce que ça a été conçu comme ça? C'est simplement que Crowley, il a perçu le terme de chevalier comme un peu plus badass que le terme de roi, qui fait un peu plus pépère, tranquillou, planté. Je voulais aussi du coup te montrer ce roi dans le jeu, le Urban Tarot, parce que c'est un autre tarot de Thoth. Tu vois que c'est aussi un chevalier de bâton, même si c'est le plus haut degré d'évolution des personnages de la cour dans le Urban Tarot également. Moi, je vais m'en tenir au système Rider-Waite-Smith, qui est le même système que celui des cartes, que celui des cartes à jouer en fait. Donc, c'est-à-dire le page est le niveau inférieur, ensuite on a le chevalier, ensuite on a la reine, ensuite on a le roi, exactement comme dans un tarot à jouer. Donc le roi est considéré comme le niveau le plus abouti des personnages de la cour et c'est comme ça que c'est vécu la plupart du temps hein, pour les personnes qui utilisent les arcanes mineurs. Il est dans la connaissance de sa suite, il est dans la maîtrise de la suite et en plus il s'en sert pour avoir une action sur le monde. Donc les rois en général sont des personnages d'impact sur le monde. Et il est associé selon les systèmes à l'air ou le feu, la plupart du temps quand même au feu avec le bâton. Avant de t'en dire plus sur le roi en lui-même, je vais te parler de la suite des bâtons en général. Et ce sera la même chose pour tous les rois, je pense. C'est le domaine des inventions humaines, c'est le domaine de la créativité. Sur le plan personnel, ça va parler de notre développement, de notre croissance. Ça parle de travail, ça parle de carrière, mais ça parle aussi de corps, ça parle de bien-être, ça parle de sexualité et ça parle d'ego. Je trouve qu'on voit bien ça dans le Tarot of the Magical Forest avec cette petite grenouille qui a un grand bâton qui peut être un grand symbole sexuel et aussi un grand symbole d'ego hyper marqué dans ce roi-là. Donc on est vraiment dans la suite des bâtons face à des cartes qui parlent de volonté, qui parlent d'innovation, qui parlent de passion, qui parlent de motivation. C'est la suite qui est en adéquation avec l'énergie feu, c'est une suite yang, donc on est dans le principe actif. Si c'était une saison, c'est le printemps. Ça colle avec l'énergie de la nouvelle lune. Au niveau des signes astrologiques, on est sur le bélier, le lion, le sagittaire, les trois signes de feu. Et c'est vraiment en tant que le bâton, en fait, l'objet bâton est aussi un symbole à la fois sexuel et à la fois un symbole de puissance. Le feu, juste en tant que tel, c'est un des plus puissants symboles qui est utilisé par les hommes en général. On parle d'étincelle divine de l'âme. On parle, enfin, quand on a une idée, on dit que c'est une étincelle. Quand on perd le goût de quelque chose, on dit que le feu s'est éteint. On a aussi cette histoire où Dieu bannit Adam et Ève du jardin d'Éden et il fait garder l'entrée de ce jardin par un chérubin armé d'une épée en feu. Chez les yogis, on parle de l'éveil de la Kundalini, c'est-à-dire cette force spirituelle, cette chaleur qui va monter tout le long de la colonne vertébrale. Dans le monde chamanique, le chaman devient le maître du feu, il danse d'ailleurs autour du feu, donc c'est très présent dans toutes les cultures. Le feu, c'est vraiment vu comme l'essence vitale qui nous anime. C'est synonyme d'optimisme, c'est synonyme de confiance, d'espoir. C'est le cadeau aussi que Prométhée fait aux hommes pour leur permettre de résister aux menaces que Zeus en fait fait peser sur les hommes dans la mythologie grecque. Et parce qu'en fait, le feu, ça donne l'immortalité aux dieux et donc une fois que les hommes s'en sont saisis, les hommes peuvent aussi être animés d'une forme d'étincelle divine et ils sont beaucoup moins vulnérables. Et les humains d'ailleurs de tout temps ont toujours vu le feu comme quelque chose de relativement spirituel. Ça a été utilisé pour tous les rituels en même temps que ça a été utilisé au départ pour la nourriture ou pour faire des outils. Ça a vraiment été une utilisation conjointe, à la fois très utilitaire et à la fois très ritualisée. Et du coup, dans la suite des arcanes mineurs, les bâtons, ils vont nous montrer comment ce feu intérieur, il va s'exprimer dans la vie quotidienne. C'est toujours des cartes de mouvement. Alors on peut perdre, on peut gagner dans ces cartes-là, mais en tout cas, on se bat sans cesse dans ces cartes de bâton. Et c'est pas forcément parce qu'on a des problèmes à la base, c'est aussi juste par amour de la lutte, c'est juste pour exprimer cette énergie d'avoir besoin d'empoigner les choses. Alors par exemple,
Dans le business, les bâtons, ça peut être le commerce, ça peut être la compétition. Dans l'amour, les bâtons, ça peut être le sexe, la conquête. C'est d'ailleurs plus le sexe et la conquête que vraiment l'amour et le sentiment amoureux en soi. En gros, c'est toujours des cartes d'action ou c'est toujours des cartes d'envie. Par contre, c'est des cartes qui sont limitées à elles seules, si elles constituent à elles seules tout le jeu de tarot, parce que le feu, l'énergie feu, c'est une énergie qui brûle et c'est une énergie qui détruit. Toutes les cartes de bâton, elles montrent à l'arrière un paysage qui est plutôt désertique. Donc il y a besoin de l'eau, des coupes. Les coupes vont apporter un sens plus profond à la vie, ça va apporter une touche sentimentale à la vie et ça va redonner du sens à la vie. Les épées vont apporter plus un sens de la direction, une planification à toute cette énergie un peu débordante du feu. Et enfin, les deniers vont apporter une concrétisation matérielle à tout ce qu'on souhaite, en fait, à tout ce débordement énergétique, pour pouvoir venir se concrétiser réellement dans la matière avec la suite des deniers. Et maintenant, je te parle enfin de notre roi de bâton. Donc, je te le montre là dans le tarot de Marseille. C'est vraiment un personnage volontaire. Il est volontiers guerrier. On le voit ici en armure. Et en ça, il est proche en fait de l'empereur dans le jeu de Rider-Waite-Smith qui apparaît aussi comme le personnage en armure. Donc, c'est un personnage d'action, c'est un personnage de domination. Il est défini avant tout par ce qu'il fait et pas forcément par ce qu'il pense, etc. Ça peut être vraiment une figure du dictateur dans le sens négatif du terme ou du chef conquérant ou du grand chef, soit de guerre, soit d'une nation. On le voit bien, je trouve aussi ça, dans le Nicoletta Cecchioli. Dans le Nicoletta Cecchioli, les rois sont des femmes, mais en fait, c'est toujours des femmes qui ont l'air extrêmement féminines, extrêmement reines, en fait, mais elles soulèvent leur jupe et en dessous, il y a une espèce de monstre hyper masculin, pour le coup, un espèce de phallus, qui est là pour défendre aussi son territoire. Et j'aime aussi beaucoup cette idée de domination et limite de dictateur avec le roi de bâton dans le tarot initiatique qui est représenté comme une sorte de Al Capone. Dans le tarot du Rider-Waite-Smith, c'est vraiment le personnage charismatique, il est joyeux, il est passionné, il peut être aussi hyper arrogant, il a une énergie très sexuelle qui émane de lui. C'est vraiment la représentation même de l'énergie créative masculine. Je vais te montrer ça aussi dans d'autres jeux. On l'a ici dans le Cosmic Cycles Tarot, avec cette idée de travail, de créativité, d'avoir les autres aussi sous ses ordres et d'être en pleine création en fait, là comme on le voit en chef pâtissier. Je te le montre dans le Primordial Tarot en tant qu'homme créateur. Alors dans le Primordial Tarot, la suite des bâtons est verte et c'est vraiment l'énergie de création. Et on ne dit pas, d'ailleurs c'est la carte 14, ce ne sont pas des rois de le Primordial Tarot, c'est juste l'homme de bâton. Et on voit là cette énergie très créative et très menée de façon virile en fin de compte. Et enfin, dans le Earthcrafters Tarot, c'est la Curandera of Fire, c'est-à-dire la guérisseuse de feu. La plante, c'est Damiana. Et la Damiana, c'est une plante qui nous permet d'affirmer notre goût de la différence, le fait de pouvoir défier les normes, le fait de savoir se faire passer en premier et là aussi de retrouver son énergie sexuelle. Donc on voit qu'on est vraiment sur des cartes de leader, de présence forte. En fait, c'est aussi le mec là qui pense qu'il a toujours raison, il a vraiment une autorité naturelle. L'autorité naturelle, je trouve qu'on la voit bien aussi dans le Helgolas Tarot, avec cette prestance et ce cerf qui est roi de la forêt. Bref, on est face à quelqu'un de beau, de passionné, de noble, d'honnête, quelqu'un qui est fort aussi et qui peut être extrêmement colérique et jugeant. C'est aussi un personnage qui a le goût du danger, il y a une espèce de soif de vivre et une soif d'aventure. On le voit ça dans le Brady Tarot, parce que tu vois que cet aigle est en train d'affronter les flammes. Et on le voit aussi dans le Lost Forest Tarot, où c'est un espèce de monstre dinosaure ou dragon Enfin, il y a vraiment ce truc de la conquête et du danger et du feu dans ce roi en particulier. Le personnage de la cour auquel on peut le comparer, c'est tout simplement le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est souvent emporté parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Et en fait, le roi de bâton, il peut être aussi emporté, hein, mais lui, il est emporté parce qu'il veut que les autres soient aussi efficaces et déterminés que lui.
C'est une carte qui est souvent associée en termes de personnage à Alexandre le Grand. Sur les cartes à jouer, on voit qu'il y a marqué Alexandre sur ce roi. Et on peut le comparer là aux 2 de bâton. Là, on voit Alexandre le Grand, jeune, qui est prêt à embarquer pour de futures conquêtes. Et dans le roi de bâton, on voit Alexandre le Grand en souverain qui a déjà conquis de nombreuses terres. Alors, il est aussi assez compliqué de ne pas tomber amoureuse du roi de bâton quand on est une femme, parce qu'il dégage vraiment de la passion, de la sexualité aussi, et il va s'engager à fond dans ce qu'il fait, quitte à ce que ça le mène à l'épuisement total. Donc, il y a ce côté très engagé et très séduisant qu'on retrouve là aussi dans le Marielle Tarot. Je trouve qu'on a ce regard hyper perçant, hyper puissant, hyper engagé, hyper charismatique. Petit détour par la psychologie, ce roi de bâton peut représenter la figure du père agressif. C'est vraiment une figure de force, d'indépendance, et c'est un personnage qui va dire exactement ce qu'il pense, peu importe le sentiment des autres, hein, il peut être extrêmement blessant. C'est vraiment l'image de la confiance en soi exacerbée, c'est quelqu'un qui est pionnier, qui est maître de lui, qui ne compte que sur lui, il va chercher des solutions aux problèmes et il les trouve assez systématiquement, et il se sent malgré tout en plus assez souvent incompris parce que son univers vraiment créatif est souvent assez imperceptible aux autres. On a du mal à deviner réellement toute l'énergie souterraine qu'il y a en lui. En tant que figure paternelle, parce que c'est une figure paternelle, il peut être un père absolument fantastique qui prend soin de son enfant, une source d'inspiration, d'aventure, d'apprentissage. Ça, je trouve qu'on le voit bien dans le Good Tarot avec ce père qui porte un cœur, en fait, qui est une figure de sagesse et d'amour. Et aussi dans le Wild and Noun Tarot. Dans le Wild and Noun Tarot, les personnages de la cour sont nommés comme les personnages d'une famille et il s'appelle le père de bâton en fin de compte. Mais je trouve qu'on a justement ce père qui se montre comme extrêmement puissant et protecteur. Donc l'enfant là, il peut être très fier de lui, mais ça peut être aussi un père très dur. Il a tendance à avoir des demandes peut-être soudaines, peut-être irrationnelles. Il est impatient, il est dominant. Il peut être trop excentrique, de là à gêner un peu son enfant. Et parfois l'enfant, il peut se sentir face à un père pareil, incapable de relever le défi que ce père trop puissant lui pose. Et il y a une idée que tout n'est que récompense et punition avec un père tel que le roi de bâton. Dans un tirage, les conseils qu'on va associer à cette carte, c'est le fait d'aller vivre avec passion, d'aller vivre de tout son cœur, d'agir librement, d'être fier de ce qu'on fait. Alors c'est peut-être aussi un conseil à l'inverse, on va peut-être dire écoute là, c'est pas le moment d'être vulnérable, peut-être que c'est pas le moment d'admettre qu'on sait pas, peut-être que c'est pas le moment d'admettre qu'on n'a pas d'expérience et en fait, dessous, il y a une espèce d'encouragement qui nous dit qu'on est plus capable qu'on le croit de faire face à la situation présente et qu'il est peut-être temps d'être un peu plus égoïste ou d'avoir plus confiance en soi. Pour finir, je vais faire un petit tour sur les 2 symboles forts que porte la carte. Déjà, on a le lion qui est ici présent dans la teinture derrière lui. C'est un rappel du signe astrologique. Et on a également la salamandre ici à ses pieds et également dans la teinture. La salamandre, c'est vraiment la créature de feu selon les alchimistes. Donc, ça représente le domaine matériel et le domaine spirituel liés. Le lion, ça va représenter les traits de personnalité en lien avec l'élément feu. Et la salamandre, c'est un des symboles, comme je l'ai dit, favoris des alchimistes pour représenter le feu. On voit souvent dans les autres jeux tarot le lion qui est représenté avec le roi de bâton. Là, je l'ai dans le Children of Lisa. Regarde comme il est beau. Je l'ai aussi dans le Lines Rider Tarot et aussi dans le Shadowscapes Tarot. Là aussi, on a la figure du lion et le roi comme personnage à suivre. Et pour la salamandre, je te montre ça dans le Three Trees Tarot où tu vois la salamandre dans le tronc. Je veux d'ailleurs que tu fasses gaffe, la salamandre, elle a vraiment une forme de cercle. En fait, elle met sa queue dans sa bouche, c'est la même chose ici, hein. Et c'est un cercle qui montre l'accomplissement, qui montre la maturité, à l'inverse dans le chevalier de bâton. Tu vois, ici, on trouve la même salamandre, mais elle ne forme pas tout à fait un cercle. On n'est pas encore arrivé à la maturité et à l'accomplissement. J'en ai fini avec ce roi de bâton. J'espère que mes petites explications t'ont plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aux commentaires. Il y aura toujours des choses à rajouter, donc vas-y, amène de l'eau à mon moulin. Il n'y a pas de souci avec ça. N'hésite pas à regarder le reste de la série si c'est toujours pas fait. Et je te laisse avec des bisous
royaux et passionnés. Salut!